La conférence est basée en grande partie sur le contenu du livre, Du cerveau à Dieu. Donc, je vais essayer d'extraire les principaux points, les plus intéressants du livre en question. Et la conférence va être divisée en un certain nombre de points. Donc, on va commencer par une définition de la science et également la définition du concept de matérialisme sur le plan scientifique, parce que la doctrine matérialiste au niveau de la science, c'est encore une doctrine qui exerce une influence extrêmement importante dans toutes les disciplines, et en particulier au niveau des neurosciences. Par la suite, je vais présenter brièvement quelques théories au sujet des rapports esprit-cerveau. Puis, je vais présenter aussi des études de neuroimagerie qui sont relativement récentes et qui montrent toute l'influence de l'activité mentale, des processus mentaux, de la conscience, sur l'activité cérébrale. Et donc, ça, c'est des études, finalement, qui peuvent difficilement être expliquées dans le cadre matérialiste. Par la suite, je vais introduire le concept de neurosciences spirituelles ou contemplatives, comme certains l'appellent. Et puis, je vais faire allusion aux études qu'on a réalisées chez des sœurs cloîtrées, des carmélites, durant un état de raison et de contemplation. Le point suivant va concerner ce que j'appelle l'esprit non local ou délocalisé. Donc, je vais présenter une série d'études qui suggèrent donc que ce qu'on appelle l'esprit et la conscience au niveau humain peut agir de façon à la fois locale, donc en interaction avec l'organisme, y compris le cerveau, mais aussi de façon non locale. Et finalement, je vais terminer par une conclusion, possiblement une prédiction là, dans les décennies à venir au sujet d'une possible nouvelle révolution au niveau scientifique dans le domaine des neurosciences et des disciplines qui s'intéressent au rapport esprit-cerveau. Alors, on va commencer par une définition de la science. Bon, il y en a plusieurs qui ont été proposées, mais en général, les auteurs s'accordent pour dire que la science, c'est un corpus de connaissances, finalement, qui sont relatives à des phénomènes qui peuvent être vérifiés de manière expérimentale et qui obéissent à certaines lois. Et donc, il y a différentes composantes au niveau de l'activité scientifique. Il y a l'aspect observation, si on parle des sciences naturelles. Il y a également l'expérimentation et les scientifiques espèrent toujours arriver à concevoir des lois qui sont susceptibles d'expliquer justement les phénomènes qui sont observés. Et donc, quand on parle de la composante observation, bien, ça réfère, dans un monde idéal, à l'étude objective, non biaisée des phénomènes. Donc, en d'autres termes, les scientifiques sont censés être capables d'observer différents types de phénomènes, mais sans se laisser influencer par leurs biais personnels, leurs préjugés, leurs croyances. Donc, ça doit se faire sans a priori. Ça, c'est dans un monde idéal. Dans les faits, les scientifiques sont des êtres humains, donc ils ont tous leurs biais, leur système de croyances et leurs a priori. Et ça a toujours été comme ça dans toute l'histoire de la science, évidemment. Mais il est possible pour des scientifiques d'avoir des biais, des préjugés, des croyances, mais quand même d'essayer de respecter de manière la plus intégrale possible la méthode scientifique. C'est quelque chose qui est vraiment possible et idéal. C'est un idéal auquel on tend. La science, maintenant, au niveau de la société, de la culture, c'est considéré comme l'autorité cognitive absolue, donc par excellence. Et les scientifiques contribuent à déterminer des consensus, si on veut, au sujet de ce qu'on entend par la réalité, le concept de réalité. Alors, ces consensus-là, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le produit de croyances de scientifiques en vue, en général, et d'une majorité de scientifiques, parce que les scientifiques de moindre calibre vont en général suivre les scientifiques les plus réputés, et ils vont finalement déterminer comme ça quels sont les phénomènes qui sont réels versus les phénomènes qui ne sont pas réels, sont illusoires, sont imaginaires. Je donne un exemple ici des membres de l'Académie des sciences en France en 1769 qui ont publié un rapport où ils affirmaient en bloc qu'il était impossible que des pierres tombent du ciel en dépit du fait que des paysans apportaient des pierres aux membres de l'Académie, des pierres qu'ils trouvaient dans différentes régions de la France à l'époque. Alors, il a fallu attendre plusieurs décennies avant qu'un jeune physicien, Jean-Baptiste Biot,
qui était le plus jeune membre de l'Académie à l'époque, qui décide d'explorer cette question-là, mais de façon empirique. Et le 18 juillet 1803, il a présenté ces données et il a démontré qu'effectivement, les pierres pouvaient tomber du ciel. Et donc, un autre exemple intéressant à ce niveau-là, c'est le concept de la Terre plate. Donc, pendant des siècles, les êtres humains et les scientifiques étaient convaincus que la Terre était plate, puis il a fallu attendre la fin du 15e siècle et les grands explorateurs pour arriver à comprendre, à reconnaître que non, la Terre n'était pas plate. Donc, on voit que toute la question des dogmes, finalement, sur le plan scientifique, qui sont des systèmes de croyances très bien en place, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure des différentes périodes. Alors, si on revient à la question du matérialisme sur le plan scientifique, le matérialisme, c'est une position philosophique, mais c'est aussi un dogme, donc, sur le plan scientifique. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique un certain nombre de prémices, d'assumptions, en particulier que tous les événements, donc, dans l'univers, ont une cause qui est matérielle. Donc, ça veut dire une cause qui est gouvernée par les forces de la nature, mais les forces de la nature telles qu'on les comprenait à l'époque de la physique classique, par exemple au 18e siècle. Alors qu'on sait qu'il y a des erreurs importantes au niveau de la physique classique, puis que tout ça est maintenant considéré dépassé lorsqu'on examine les mécaniques quantiques, par exemple. Et donc, dans ce modèle-là, si vous voulez, tout ce qui s'appelle conscience, processus mentaux, donc l'esprit, ça n'a aucune existence indépendante possible par rapport au cerveau, donc qui est un organe qui fait partie du monde matériel ou physique. Et donc, ça veut dire que la croyance en un après-vie, par exemple, est quelque chose de carrément absurde, donc impossible. Il y a d'autres implications à cette théorie-là ou cette doctrine-là, c'est que les croyances ou les expériences au niveau spirituel, au sujet, par exemple, d'une source intelligente à l'origine de tout dans l'univers, d'un concept de Dieu, tout ça, c'est le produit soit de superstition, de croyances, ou d'hallucinations carrément, donc d'anomalies au niveau du fonctionnement cérébral. Il y a des rangs neuroscientifiques qui vont jusque-là. Donc, il y a d'autres implications à d'autres niveaux. Par exemple, la question du libre arbitre. Jusqu'à quel point les êtres humains sont capables d'autorégulation, d'autodétermination. Pour les scientifiques matérialistes, c'est un concept qui n'existe pas. Le libre arbitre, c'est une illusion. On parle de concepts qui sont pré-scientifiques parce que il est clair que pour les scientifiques matérialistes, le comportement résulte strictement d'interactions entre des facteurs qu'on dit internes, donc par exemple des facteurs génétiques ou neurobiologiques, comme par exemple la production de certains messagers chimiques en plus ou moins grande quantité, et des facteurs aussi externes comme l'éducation, les conditions socio-économiques, l'environnement familial, etc. Et donc, dans cette perspective-là, quand les processus mentaux, comme la conscience, sont simplement le produit d'activités électriques et chimiques dans le cerveau, ça veut dire que l'activité mentale et la conscience ne peuvent pas exercer aucune influence directe sur l'environnement physique qui est situé à l'extérieur de l'organisme. Moi, je propose que le matérialisme scientifique, c'est une doctrine, un système de croyances, une habitude finalement de penser qui court depuis quelques siècles, mais c'est une façon de voir les choses, une doctrine qui peut être remise en question. Parce que finalement, ça devient comme un dogme central, si on veut, de la même façon que les dogmes proposés par les différentes églises et les religions, si on veut, alors que ça devrait être plutôt perçu comme une hypothèse au sujet de l'univers, au sujet de l'être humain, une hypothèse qui peut guider l'expérimentation puis les théories scientifiques. Alors, malheureusement, pour les scientifiques matérialistes, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a des données, des phénomènes qui ne cadrent pas avec cette vision-là du monde, on va considérer ces phénomènes-là comme étant anormaux, des anomalies, finalement. Et aussi la foi, donc, en cette doctrine matérialiste, très souvent, pour ce genre de scientifiques-là, ça devient plus important que les données scientifiques nouvelles qui vont remettre en question cette façon de voir les choses. Pour moi, donc, c'est une attitude qui va à l'encontre de l'essence même de la science. En lien avec ça, j'ai présenté quelques théories, donc, au sujet des rapports entre l'esprit et le cerveau. Je viens de dire que
le matérialisme scientifique occupe encore une place prépondérante au niveau des sciences en général, puis des neurosciences en particulier. Donc, pour les neurosciences contemporaines, il est clair qu'il s'agit d'une entreprise qui est matérialiste et qui est naturaliste. Donc, on doit tout expliquer de façon matérielle et on ne doit pas faire allusion ou on ne doit pas avoir recours à des entités, par exemple, qui seraient considérées surnaturelles. Dans ce sens-là, les fonctions mentales, la perception, par exemple, la conscience de soi, les mémoires, etc., la volonté, tout ça, et le sentiment d'identité aussi, le soi, c'est simplement le produit d'activité électrique et chimique dans le cerveau. Et ça, il y a des scientifiques très, très réputés, il y a plusieurs prix Nobel, comme Kandel, Edelman, Crick, Jean-Pierre Changeux, ici en France, Damasio, qui adhèrent à cette façon de voir les choses. Et donc, c'est pour ça que ces chercheurs-là, très souvent, vont utiliser des expressions comme l'homme neuronal ou le moi synaptique. Le synapse, c'est le point de contact entre deux cellules nerveuses dans le cerveau. Dans cette vision-là, toutes les expériences qu'on peut qualifier de religieuses, de spirituelles, de mystiques, ben, c'est simplement le produit d'une activité neurobiologique qui peut être anormale ou pas. Et c'est pour ça, par exemple, que dans son ouvrage classique, Jean-Pierre Changeux a dit « L'homme n'a dès lors plus rien à faire de l'esprit, il lui suffit d'être un homme neuronal. » Donc, c'est une belle illustration, donc, de cette thèse-là. Au niveau des théories matérialistes au sujet des rapports esprit-cerveau, de la conscience, il y en a quelques-unes. Et il y a des différences entre ces différentes théories-là. Donc, il y en a une qui s'appelle l'éliminativisme, qui a été proposée par certains philosophes comme Daniel Dennett, que vous voyez là, aussi Patricia Smith-Churchland. Et ces philosophes-là affirment que ce qu'on appelle conscience, processus mentaux, par exemple, des intentions, des désirs, des croyances, etc. Tout ça, ça peut être réduit à des événements neuronaux, électriques ou chimiques. Donc, les processus mentaux n'ont pas véritablement d'existence réelle. Il n'y a que des processus électriques et chimiques dans le cerveau. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on appelle conscience, libre arbitre, processus mentaux, ce sont des concepts qui sont pré-scientifiques et qui appartiennent à ce que ces auteurs-là ont appelé la psychologie populaire, la folk psychology. Ces auteurs-là proposent de complètement éliminer toute référence aux notions de conscience, de soi, de libre arbitre, de volonté, de tous les processus mentaux finalement. Et pourquoi ils arrivent à proposer cette doctrine-là? Bien, ils se basent sur un certain nombre de données scientifiques. D'abord, l'effet des lésions cérébrales. Donc, c'est vrai que lorsqu'il y a des lésions dans des régions spécifiques du cerveau, par exemple, si vous avez une détérioration du lobe préfrontal à l'avant du cerveau, qui est associée aux fonctions cognitives supérieures, on voit ça dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, dans des stades avancés, bien, l'individu va avoir des perturbations au niveau de la conscience de soi, donc de son sentiment d'identité. Alors, ce que ces auteurs-là proposent, c'est que parce qu'il y a des déficits sur le plan cognitif ou affectif, etc., puis qu'on observe une destruction du tissu neuronal dans ces régions-là, bien, ces régions-là doivent automatiquement générer ces fonctions-là. Donc, c'est un peu comme... c'est naïf d'une certaine façon, parce que c'est comme de dire, on va modifier des composantes électroniques dans un téléviseur, par exemple, et là, on altère la réception, évidemment, de la programmation au niveau visuel ou auditif. Ces penseurs-là, ben, ils concluraient que la programmation est produite au niveau des transistors dans le système télé et non pas par une station qui met à distance. Donc, c'est un peu une analogie qu'on peut faire. Il y a une autre théorie qui est très en vogue sur le plan matérialiste, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'identité. Un des principaux représentants, Jean-Pierre Changeux, mais il y a aussi Kandel, Edelman, il y avait Francis Crick également. Et selon cette doctrine-là, la conscience et les processus mentaux, c'est simplement la contrepartie, si on veut, sur le plan psychologique, des processus électriques et chimiques au niveau neurobiologique. La conscience, les processus mentaux, on dit qu'ils sont appréhendés à la première personne par l'individu. Donc, ce sont des expériences subjectives, personnelles, intériorisées, alors que l'étude neuroscientifique des événements neuronaux qui sont corrélés à ces processus-là, c'est une étude objective. Donc, on étudie des phénomènes, mais là, de façon objective, on dit à la troisième personne et de l'extérieur, mais les événements neuronaux
et les processus mentaux représenteraient tout simplement la contrepartie, l'autre versant d'une même médaille, finalement. Et donc, c'est pour ça que Kandel, par exemple, prix Nobel, a affirmé que l'esprit, c'est ce que le cerveau fait. Ou Edelman, un processus mental est un événement neural. Dans la même foulée, Francis Crick, qui était le co-découvreur de la structure de l'ADN, pour lequel il avait eu un prix Nobel, a écrit dans un livre, l'hypothèse stupéfiante, que vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité et de votre libre arbitre ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et des molécules qui y sont associées. C'est vraiment une citation qui résume très, très bien cette théorie-là de l'identité psychophysique. Et Crick est allé plus loin dans la même foulée en affirmant que la croyance en l'existence de Dieu et même les expériences spirituelles seraient dues à ce qu'il a appelé des molécules mutantes dans le cerveau. Et il leur a donné le nom de théotoxines, donc les toxines de Dieu dans le cerveau. Donc c'était dû à du poison pour lui. Et il considérait effectivement que la religion et la spiritualité, c'est du poison, et que pour lui, le but ultime des neurosciences modernes, c'était de libérer l'humanité, justement, de concepts comme l'âme, et nous débarrasser de la religion et de tout ce qui concerne la spiritualité. Il y a d'autres théories, également matérialistes, mais qui font plus de place aux processus mentaux et à la conscience. Il y a une doctrine qui s'appelle le matérialisme émergentiste. Ça a été proposé par Roger Sperry, qui a gagné un prix Nobel pour ses études sur les patients avec cerveau divisé au niveau du corps calleux dans les années 60-70. Sperry affirmait que les processus mentaux, la conscience, étaient finalement une propriété dynamique qui émergeait donc de l'activité cérébrale à travers l'évolution biologique, mais qu'on ne pouvait pas réduire de façon absolue les processus mentaux à des événements neuraux. Donc, il établissait une distinction, si on veut, ontologique, entre ces deux catégories de phénomènes-là. Et pour Sperry, les processus mentaux avaient donc la possibilité d'exercer une influence qui est appelée descendante sur l'activité électrique et chimique du cerveau. Par contre, Sperry était un matérialiste et pour lui, l'esprit, la conscience ne pouvaient pas exister indépendamment du cerveau, du système nerveux. Alors, il y a un autre prix Nobel, ami avec Roger Sperry, qui est John Eccles. Et Eccles, lui, a proposé une théorie dualiste, mais du dualisme qui est très différent du dualisme cartésien. Parce que pour Descartes, le monde de l'esprit et le monde de la matière étaient radicalement séparés. Et ça a posé un problème énorme sur le plan philosophique parce que les penseurs et les chercheurs, les premiers scientifiques, ne sont jamais arrivés à comprendre comment ils pouvaient avoir une interaction entre quelque chose d'immatériel et quelque chose de matériel. Le dualisme cartésien, aujourd'hui, en neurosciences, il n'y a personne qui adhère à ça. Par contre, il y a d'autres variantes du dualisme, dont l'interactionnisme qui a été proposé par Eccles. Donc, pour Eccles, la conscience, les processus mentaux constituent des entités qui sont indépendantes du cerveau. Donc, elles ont une existence propre en soi. Et le cerveau, lui, il appartient non pas au monde psychologique, mais à un monde matériel. Seulement avec l'avènement de la mécanique quantique, parce qu'Eccles a travaillé avec un physicien spécialiste en mécanique quantique, on a compris que il semble exister une espèce de frontière entre le monde de l'esprit et le cerveau. Dès le début de la mécanique quantique, on s'est rendu compte que ce qu'on appelait l'observateur ou le participant, qui était en fait le physicien qui effectuait des actes de mesure, pouvait d'une certaine façon influencer les systèmes physiques qui étaient mesurés au niveau microphysique, sans qu'on comprenne exactement les mécanismes impliqués. Mais c'est quelque chose qu'on a noté. Eccles a profité donc de ce concept-là pour essayer de développer ça et d'expliquer qu'il pouvait y avoir au niveau du cerveau une influence quantique de la conscience, de l'intention, qui se faisait au niveau des vésicules synaptiques. Donc, les vésicules synaptiques, finalement, ce sont comme des canaux ioniques très petits, d'un diamètre de moins de 1 nanomètre. Et c'est les points de contact, finalement, entre deux cellules nerveuses ou neurones dans le cerveau. Et à ces niveaux-là, les lois de la mécanique quantique peuvent s'appliquer. On arrive dans le domaine microphysique. Compte tenu de la dimension des canaux
impliqués. Eccles a proposé que les intentions pouvaient modifier les probabilités d'activation, si on veut, des vésicules synaptiques qui contiennent les messagers chimiques qui permettent la transmission de l'influx nerveux d'un neurone à un autre. J'en viens à la physique quantique, lien avec la notion de réalité. Je fais des travaux en collaboration avec un physicien quantique qui s'appelle Henry Stapp, qui est à l'université de Berkeley. Stapp travaillait avec certains des pères de la mécanique quantique, dont Schrödinger et Heisenberg. Stapp écrit et il y a d'autres théoriciens qui sont d'accord avec lui aujourd'hui, que la matière, telle qu'elle était conçue à l'époque de la physique classique, c'est quelque chose qui n'existe plus véritablement. C'est-à-dire que maintenant, on parle beaucoup plus en termes d'énergie et d'information. Puis dans ce sens-là, le monde physique, l'univers, finalement, ce serait une structure informationnelle qui est en évolution. Dans ce modèle-là, l'observateur conscient, ou le participant, celui qui fait l'acte de mesure, peut influencer le système physique qui va être mesuré. Là, il y a différentes interprétations au niveau de la mécanique quantique, différentes écoles, mais dans une des écoles, on parle d'un collapsus de la fonction d'onde. Il y a certains scientifiques qui pensent que l'intention, la conscience, pourrait faire collapser la fonction d'onde en question. Donc, il y a quelques années, j'ai écrit un papier avec Stapp et aussi Jeffrey Schwartz, qui est un neuropsychiatre à l'Université de Californie. Puis on a essayé de proposer un modèle explicatif qui pourrait rendre compte des interactions esprit-cerveau à différents niveaux. Et on a proposé que l'action donc de la conscience, l'intention, pourrait s'exercer au niveau donc des points de contact, de jonction entre neurones, donc dans l'espace synaptique, mais cette fois-ci au niveau des canaux ioniques, certains canaux ioniques de type calcique, donc où le calcium est impliqué dans la propagation de l'influx nerveux, et c'est des ions qui circulent à travers ça, et ces canaux ont un diamètre qui est plus petit qu'1 nanomètre. Donc, à ce niveau-là également, les règles de la mécanique quantique s'appliquent. Et il y a une formulation de la mécanique quantique qu'on appelle l'interprétation de von Neumann. Selon cette interprétation-là, il est possible donc qu'il y ait une interaction esprit-cerveau qui permet d'expliquer donc une intention, comment une intention peut exercer une influence causale sur l'activité cérébrale. Et pour ça, on utilise un principe ou un effet qu'on appelle l'effet Zénon. Maintenant, je vais présenter une série d'études d'imagerie récentes qui démontrent justement, dans la même perspective, toute l'influence de l'activité mentale au niveau de l'activité cérébrale. Comme le considèrent les thèses matérialistes, l'esprit, la conscience n'existe pas. Il est clair que l'esprit, les processus mentaux, les désirs, les intentions, etc., ne peuvent pas véritablement influencer ce qui se passe au niveau cérébral. C'est-à-dire que les êtres humains sont plus comme des automates biologiques sophistiqués qui subissent finalement l'influence des processus biologiques dans le cerveau. Mais il y a des études récentes qui ont été effectuées dans notre laboratoire puis dans d'autres laboratoires qui montrent que ce n'est pas le cas du tout. Par exemple, on a fait des études au sujet d'un concept qu'on appelle la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité pour les êtres humains d'influencer de façon consciente, intentionnelle, les réponses sur le plan affectif, à un niveau subjectif, mais également sur le plan physiologique. Donc, dans une étude qui a été réalisée il y a quelques années, on a présenté des extraits de films chargés émotionnellement, des extraits tristes. On a présenté ça à de jeunes femmes étudiantes universitaires âgées entre 20 et 30 ans. Il y avait une condition dans laquelle elles devaient réagir, mais de façon tout simplement normale. Et donc, lorsqu'elles ont réagi de façon normale, on a vu des activations au niveau de différentes régions du cerveau qui font partie de ce qu'on appelle le système limbique. Le système limbique, c'est un synonyme pour la partie émotionnelle du cerveau. Ça, c'était dans une condition, donc une réaction qu'on pouvait attendre là, au niveau cérébral. Dans l'autre condition, qui était appelée ici suppression condition, on leur a enseigné une technique de régulation qu'on peut appeler l'observateur détaché. Donc, c'est une technique qui s'apparente beaucoup à ce qui est enseigné dans certaines formes de méditation bouddhiste, en particulier lorsqu'on parle de mindfulness, ou en français de pleine conscience. Et donc, ça implique que lorsque les participantes
observait les extraits de films chargés émotionnellement. Elle prenait volontairement, de manière cognitive, une distance par rapport au contenu qui était présenté dans les films, mais aussi une distance par rapport à leur propre réaction sur le plan expérientiel, subjectif, eux aussi sur le plan physiologique. Et ce on a vu à ce moment-là, c'est une disparition quasi complète des activités au niveau des portions émotionnelles du cerveau, dans le système limbique, et des activations dans différentes régions du cortex préfrontal, donc qui est la partie la plus antérieure du cerveau, et la partie qui s'est développée la plus tardivement au niveau de l'évolution biologique chez l'être humain. Donc, c'est une portion du cerveau qui est très associée à l'intention et à la conscience de soi. Et ce qui est remarquable dans cette étude-là, c'est que les participantes ont été entraînées seulement pendant quelques minutes avant l'expérimentation. Donc, elles n'étaient pas du tout familières avec ce type de stratégie cognitive-là. On a travaillé également avec des acteurs professionnels en région de Montréal, avec une technique qui s'appelle la tomographie par émission de positrons, qui permet de mesurer différents types de phénomènes. Dans ce cas-ci, on mesurait la capacité de synthèse ou le taux de synthèse de sérotonine, qui est un messager chimique très, très important, qui est impliqué dans toutes sortes de fonctions chez l'humain, dont la régulation de l'humeur. C'est impliqué aussi au niveau du sommeil, également au niveau d'expériences spirituelles. Les acteurs en question ont utilisé une technique qui visait à se remémorer des événements extrêmement chargés sur le plan affectif de leur vie personnelle. Donc, soit l'événement le plus joyeux de leur vie ou l'événement le plus triste, par exemple. C'était des acteurs qui sont de l'école de New York. Donc, dans leur travail, ils utilisent constamment du matériel autobiographique. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas trop difficile pour eux. Au bout simplement de 10 minutes dans cet état-là, on a pu mesurer des changements importants, donc une augmentation de synthèse de sérotonine dans des régions du cerveau qui jouent un rôle clé au niveau des émotions, comme par exemple le cortex orbitofrontal, qui est un centre régulateur des émotions. C'est un endroit où on voit des anomalies marquées au niveau de la sérotonine chez les gens qui souffrent de dépression clinique, les suicidaires en particulier. Dans l'autre condition, tristesse, on a obtenu des résultats à l'opposé. Donc, c'est-à-dire que même pour la même région, par exemple, au niveau cortex orbitofrontal, on voyait une diminution rapide de la capacité de synthèse de la sérotonine. Donc, c'est des résultats pas mal spectaculaires. On a aussi voulu mesurer l'impact de changements sur le plan de la pensée, donc des schémas de pensée, des systèmes de croyances, chez des gens qui souffrent d'une phobie spécifique aux araignées. Et donc, on a proposé à ces gens-là, c'était une douzaine de femmes âgées entre, je pense, 20 et 30 ans, on leur a proposé une thérapie qu'on appelle cognitivo-comportementale. Dans cette forme de thérapie-là, il y a un aspect plus behavioral, donc une désensibilisation progressive, si on veut, par exposition graduelle. Alors, on les expose finalement à des images, puis progressivement à des films. Éventuellement, on les amène à essayer de toucher aux araignées en question. Au début de la thérapie, avant que la thérapie commence, les participantes ne pouvaient même pas regarder des images d'araignées dans un livre. Elles ne pouvaient pas leur toucher. À la fin de la thérapie, elles ont tous été capables de tenir dans leurs mains une tarentule géante. Et la thérapie en question a été réalisée en l'espace de 4 sessions seulement. C'était des sessions de groupe. Et un des éléments absolument cruciaux dans le succès, finalement, thérapeutique, ça a été la présence d'une spécialiste, d'une experte de l'Insectarium de Montréal qui est venue et qui a amené les patientes à restructurer complètement les pensées erronées au sujet des araignées. Elle leur a démontré, par exemple, que les araignées ne peuvent pas percevoir les humains à distance, par exemple. Elles n'ont pas cette capacité-là. Que si elles semblent marcher vers elles, que c'est pas parce qu'elles sont en train de concevoir un plan diabolique pour les attaquer, etc., etc. Et le simple fait, donc, de recadrer cognitivement les croyances au sujet des araignées, bien, ça a joué un rôle prépondérant. Puis ça a fait qu'on a fait une étude d'imagerie avec ça. Avant le traitement, on a amené les participantes dans un scanner d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, puis on leur présentait des images, des extraits de films d'araignées en mouvement. Après la thérapie, au bout d'un mois, on a fait exactement la même chose. Et on voit ici qu'avant le traitement,
il y avait des réactions marquées au niveau d'une région du cortex préfrontal dont je parlais tout à l'heure, qui est impliquée dans la régulation des émotions, mais qui ne fonctionnait pas de façon efficace, normale, parce que, bon, ils avaient une réaction panique à ce moment-là. Et il y avait aussi une activation dans une région qu'on appelle l'hippocampe, qui est liée au stockage puis au rappel de mémoire. Il y avait plusieurs des participantes qui pouvaient se rappeler d'expériences traumatisantes qu'elles avaient vécues dans l'enfance. Ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'au bout de 4 semaines seulement, lorsqu'on leur a représenté des images d'araignées, des films d'araignées en mouvement dans le scanner, les activations dans ces régions-là étaient complètement disparues. Donc ça démontre des phénomènes de plasticité au niveau du cerveau très importants. Une autre étude qui est très intéressante, c'est une étude qui concerne l'effet placebo. Donc le placebo, c'est quoi? C'est des attentes, des croyances au sujet d'un traitement, d'une approche quelconque, qui n'est pas du tout efficace sur le plan clinique. Donc, alors, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par des neurologues à Vancouver, au Canada, chez des patients qui souffraient de maladie de Parkinson. Et dans la maladie de Parkinson, il y a une destruction progressive des neurones qui génère un messager chimique qu'on appelle la dopamine. La dopamine est impliquée dans toutes sortes de fonctions, mais y compris au niveau du contrôle moteur, la motricité. Ce qu'ils ont découvert, les neurologues en question, c'est que plus les patients parkinsoniens croyaient au placebo, au traitement inefficace, plus ils se sont mis à libérer et produire de la dopamine en quantité comparable à des individus sains sur le plan neurologique. Et ils ont réussi à faire ça pendant une période de temps assez prolongée. Et par conséquent, les symptômes qu'ils expérimentaient au niveau moteur ont diminué de façon extrêmement marquée. C'est une étude qui montre bien que les croyances, les attentes peuvent modifier de façon très, très marquée ce qui se passe au niveau du système nerveux. Puis en lien avec ça, il y a une discipline qu'on appelle psychoneuroimmunologie, qui est assez récente, donc qui date d'à peu près 30 ans. Cette discipline-là étudie les interactions donc entre les facteurs qui sont psychologiques, le système nerveux et les systèmes endocriniens et immunitaires. Les travaux effectués en PNI ont montré qu'il existe 2 voies de communication principales qui sont bidirectionnelles, qui relient le système nerveux et le système immunitaire. C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome et la voie neuro-endocrinienne. Il y a des études intéressantes qui ont montré que l'utilisation de certaines stratégies sur le plan mental, comme par exemple des techniques de relaxation, la méditation, mais aussi de la visualisation, l'imagerie mentale, bien, ça permet de moduler de façon très importante l'activité des systèmes immunitaires et endocriniens. Ce que ça démontre finalement, la PNI, c'est que il existe une unité profonde donc entre ce qu'on appelle l'esprit, le cerveau et le corps, donc les systèmes physiologiques connectés au cerveau. Et ça constitue ce que Candace Pert a appelé un réseau psychosomatique finalement. Donc c'est un système multidirectionnel, donc de communication, qui relie esprit, cerveau et les autres systèmes physiologiques. Et c'est un système dans lequel il y a des échanges continuels d'informations. C'est ce qui explique que, par exemple, une pensée négative va pouvoir avoir une influence non seulement au niveau du cerveau, mais des systèmes physiologiques connectés, par exemple au niveau immunitaire. Il y a des études plus récentes qui sont en train de montrer que le réseau psychosomatique y inclut également les gènes, donc l'ADN, au niveau de l'expression génique. Donc, on sait maintenant qu'il y a des gènes qui peuvent être activés ou désactivés simplement de par des stratégies mentales ou des pensées qui sont véhiculées par des individus. Il y a un exemple très intéressant qui est celui du gène CYP17. C'est un gène qui est situé au niveau d'un chromosome, le chromosome 10, et c'est un gène qui produit du cortisol. Donc, le cortisol, c'est une des hormones principales reliées au stress. Alors, on sait que le cortisol va affecter un autre gène qu'on appelle TSF, qui est situé au niveau du même chromosome 10. Donc, ça permet finalement au gène TSF de générer une protéine qui va entraîner, donc, qui va supprimer l'expression d'une autre protéine, l'interleukine 2, qui joue un rôle très, très important au niveau du système immunitaire. Donc, ça signifie finalement que ce ne sont pas nécessairement les gènes qui vont être la cause
du stress ou de d'autres types de réactions sur le plan psychologique ou physiologique, mais c'est plutôt la réaction psychologique des individus à certains événements qui va moduler de différentes façons l'expression des gènes en question. Donc, il y a des études qui ont été réalisées, par exemple, suite à la mort d'un proche ou suite à des séparations ou chez des étudiants juste avant des examens. Et on voit véritablement comment les facteurs psychologiques modulent donc l'activité non seulement des systèmes immunitaires endocriniens, mais également l'expression de certains gènes. Il y a un autre axe de recherche en neurosciences qu'on pourrait qualifier d'appliqué, qui s'appelle le neurofeedback. Et le neurofeedback, c'est une technique qui va permettre aux individus d'apprendre à contrôler de façon volontaire, consciente, l'activité cérébrale. Donc, ça peut être au niveau électrique. Initialement, c'est comme ça que ça a commencé, il y a une trentaine d'années. Donc, on utilise un EEG. Et l'individu va voir, par exemple, des images ou va entendre du son. Et ça ressemble finalement à des jeux vidéo. Et pour être capable d'arriver à inhiber certaines fréquences négatives et à atteindre d'autres fréquences positives, donc le jeu vidéo finalement est organisé de façon à lui permettre d'atteindre ces objectifs-là, par exemple en faisant avancer un avion, ou etc. Donc, c'est très semblable à des jeux vidéo. Récemment, avec le développement de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qu'on voit ici, on peut maintenant faire la même chose, utiliser la même technique, mais cette fois-ci avec le scanner de résonance magnétique. Donc, l'individu se trouve à l'intérieur du cylindre et là, on va lui présenter, par exemple, l'activité d'une région spécifique de son cerveau. Et les études montrent qu'en général, au bout de quelques sessions de 15-20 minutes, la plupart des individus sont capables d'apprendre à contrôler le fonctionnement de régions spécifiques dans leur cerveau. Donc ça a des applications énormes éventuellement sur le plan clinique. Toutes ces études-là d'imagerie que je viens de vous présenter, ça mène à une hypothèse que j'ai proposée l'année dernière qui s'appelle l'hypothèse de la transduction psychoneurale. Selon ce modèle-là, tout ce qu'on appelle variables mentalistes, donc la volonté, les croyances, les désirs, la conscience, bien, ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas réduire, donc qui ne sont pas identiques aux processus cérébraux. Par exemple, la propagation d'un influx nerveux ou la libération d'un transmetteur chimique, etc. Donc, ce sont deux ordres de phénomènes qui existent, mais qui sont évidemment en interaction. Et selon ce modèle-là, les processus mentaux, par exemple des désirs, des pensées, peuvent exercer une influence causale sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, donc à différents niveaux, soit au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau des circuits dans le cerveau. Et donc, si on veut résumer tout ça, on peut dire qu'en changeant l'esprit, le mental, on change automatiquement le cerveau. Quand on dit ça, il faut faire une nuance. Je ne dis pas que les processus mentaux, la conscience, etc., ne sont pas liés au cerveau. Ils sont implémentés à travers l'activité électrique et chimique du cerveau, mais c'est un phénomène qu'on peut considérer comme émergent, donc, et qui peut exercer une influence causale descendante, donc, sur le cerveau. Alors, si on veut comprendre correctement le comportement humain, ben, il faut considérer tout autant les variables que j'appelle mentalistes que des variables physiologiques, par exemple, au niveau chimique ou électrique. Et donc, pour résumer, ben, le domaine mental, donc la psyché, ou le monde psychologique, si vous voulez, et le cerveau, qui lui fait partie du monde physique, de physis, ben, ça représente deux domaines distincts, mais qui peuvent interagir parce qu'ils représentent des aspects complémentaires qui originent d'une même source, donc d'un principe commun. Donc, ce n'est pas du dualisme du tout ici, c'est plutôt une forme de monisme qu'on pourrait qualifier de transcendantal, si vous voulez. Alors, toujours selon cette hypothèse-là, les processus mentaux, qu'ils soient conscients ou inconscients, sont traduits, donc, selon un code sélectif, en processus neuronaux, aux différents niveaux d'organisation du cerveau, que ce soit au niveau des canaux ioniques, au niveau moléculaire, cellulaire, etc. Par exemple, une émotion ou une pensée va être traduit en une certaine cascade au niveau chimique. Donc, une pensée de joie n'aura pas du tout la même signature physiologique
qu'une pensée malheureuse, d'une pensée anxieuse. On pourrait dire, si on veut utiliser une métaphore, que le mentalet, donc le langage du mental, est traduit à ce moment-là en neuronois, donc qui est le langage du cerveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les processus neuronaux qui vont résulter des processus mentaux vont être aussi associés à des conséquences au niveau des autres systèmes physiologiques qui sont connectés, en incluant l'expression génique dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une figure ici qui résume finalement ce modèle-là. Donc, vous voyez ici le mental, donc le monde psychologique, si vous voulez, psyché, qui est caractérisé par toutes sortes de processus, des croyances, par exemple, des émotions, des désirs, etc. Donc, moi, ce que je postule, c'est que ces processus-là sont traduits électriquement, chimiquement, au niveau du cerveau. Ils sont aussi associés à des processus électriques et chimiques dans le cerveau, mais ils exercent une influence rétroactive et la réponse du cerveau va aller influencer les systèmes immunitaires, le système endocrinien, le système nerveux autonome et même l'expression des gènes, possiblement. Donc, maintenant, je vais vous parler rapidement d'un domaine émergent qui concerne les neurosciences et la spiritualité. Il y a des chercheurs qui parlent de neurosciences contemplatives ou spirituelles maintenant. On a des neurosciences cognitives, des neurosciences affectives. Donc, c'est un domaine qui est en pleine émergence, un nouveau domaine de recherche et qui se situe, si on veut, à la jonction entre la psychologie d'une part, les neurosciences, mais aussi la religion et la spiritualité. Et donc, le but de ce nouveau courant de recherche-là, c'est d'arriver à identifier les bases neurobiologiques des expériences religieuses, spirituelles, mystiques. Alors, il y a un postulat central dans cette entreprise-là, selon lequel toutes les expériences sont médiées, sont supportées par le cerveau, donc y compris les expériences spirituelles. Donc, les perceptions, les émotions, les mémoires. Mais de dire que c'est médié par ou supporté, ça n'implique pas de notion de causalité. Ça ne veut pas dire que c'est généré par. Donc ça, c'est une nuance très importante à faire. Autre chose qui est importante par rapport à ça, c'est que essayer d'identifier les fondements neurobiologiques de ce type d'expérience-là, spirituelle, mystique, bien, ça ne diminue pas la signification ou la valeur de ces expériences-là. Et aussi, un point très important, c'est que la réalité externe de Dieu, la question de Dieu, bien, ça ne peut pas être évidemment confirmé ou infirmé simplement en identifiant des corrélats neurobiologiques de ce type d'expérience-là. C'est une question qui dépasse infiniment les neurosciences puis la science en général. Au niveau des neurosciences et spiritualité, il y a un point important qui a été soulevé il y a une trentaine d'années par des neurologues qui se sont rendus compte que lorsque des patients épileptiques avaient des crises qui sont localisées au niveau du lobe temporal, que vous voyez ici, donc c'est la partie latérale du cerveau, et donc la partie interne aussi. Parfois, ces patients-là rapportaient des expériences à caractère religieux, mystique. Alors, les neurologues ont proposé qu'il y aurait comme une espèce de point de Dieu ou de module de Dieu dans le lobe temporal. Mais ça a été proposé de façon matérialiste, réductionniste. Donc, pour ces chercheurs-là, ces expériences-là résulteraient d'une activité anormale au niveau du lobe temporal, comme des mini-crises épileptiques qui produiraient ce genre de phénomène-là. Donc, il s'agirait d'hallucinations. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui ont proposé ça et qui ont proposé qu'il y avait plusieurs des grandes figures religieuses à travers les siècles qui ont probablement souffert d'épilepsie du lobe temporal, comme Saint Paul, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, Jeanne d'Arc aussi. Alors, il y a un neurologue de Chicago qui s'est penché sur les écrits de ces grands personnages religieux, historiquement. Il a fait des études assez détaillées de tout ce qu'il avait écrit, mais aussi de tous les faits qu'il pouvait réunir autour de ces personnages-là. Et il a conclu que ces gens-là, ces personnages-là, ne souffraient pas véritablement d'épilepsie du lobe temporal, donc. Mais que c'était ça, plutôt une thèse qui avait été proposée par des scientifiques matérialistes pour essayer de réduire la valeur des expériences de ces personnages-là. Et il y a une chose à noter aussi, c'est que la plupart des individus qui vivent des expériences spirituelles, mystiques, bien, ils ne sont pas épileptiques. Ça, c'est un problème majeur pour la doctrine matérialiste. Et aussi, il y a le fait qu'il y a très, très peu de patients épileptiques
qui rapportent des expériences religieuses ou spirituelles. Inévitablement, statistiquement, il est sûr qu'il y a un certain nombre de patients épileptiques qui vont rapporter ce genre d'expérience-là, mais c'est probablement simplement le fait d'un phénomène purement statistique. Donc, un des chercheurs le plus associé à cette question-là de Dieu dans le lobe temporal, c'est Michael Persinger, un chercheur américain, mais qui vit au Canada, qui travaille à l'Université Sudbury en Ontario. Persinger est un matérialiste athée, avoué, et son objectif, c'est de détruire toute forme de religion, de spiritualité, qu'il qualifie de virus cognitif. Et donc, pour lui, la religion, la spiritualité, ça a été à l'origine de conflits affreux à travers l'histoire de l'humanité. Et pour lui, on serait beaucoup mieux si on fermait les portes à ce niveau-là et qu'on n'en parlait plus du tout. Alors, Persinger est convaincu que les expériences spirituelles et mystiques, c'est le produit d'activités de micro-crises épileptiques dans le lobe temporal. Et donc, ce sont des hallucinations. Et alors, il s'est dit, si c'est vrai, il doit être possible, en principe, d'induire ces expériences-là simplement en stimulant de façon électromagnétique le lobe temporal. Et ça l'a amené à créer un casque que vous voyez ici, qui a été appelé par les journalistes le casque de Dieu. Persinger a effectué avec son fameux casque de Dieu une série d'études depuis presque 30 ans maintenant, mais il y a beaucoup de problèmes avec le genre d'études qui a été fait par Persinger. D'abord, Persinger a recruté dans ses études uniquement des étudiants de psychologie de son département, les étudiants qui étaient le plus susceptibles d'influence au niveau hypnotique. Deuxièmement, il attribuait des notes supplémentaires au niveau des bulletins aux étudiants qui participaient à ces expériences. Et troisièmement, il n'a jamais contrôlé pour l'effet placebo, c'est-à-dire que les études n'ont jamais été faites en double aveugle. Ni l'expérimentateur, ni les participants ne savent à quel groupe ils appartiennent. Alors, il y a quelques années, il y a un groupe de psychologues en Suède, à Uppsala, qui a décidé de tester finalement les affirmations de Persinger. Et ils ont obtenu du laboratoire de Persinger le matériel qui était utilisé chez Persinger. Donc, et ils ont utilisé aussi les mêmes paramètres de stimulation. La différence, c'est que ils ont recruté des individus, des étudiants qui étaient en linguistique, qui n'étaient pas du tout au courant des travaux de Persinger. L'étude aussi, évidemment, ils n'ont pas contrôlé pour le degré de suggestibilité. Donc, ils ont pris des individus qui représentaient une courbe normale dans la population à ce niveau-là. Et puis, ils ont fait l'étude en double aveugle. Donc, les étudiants qui participaient appartenaient soit au groupe expérimental, donc où il y avait une stimulation véritable, ou à un groupe placebo, où là, l'appareil était débranché. Mais les étudiants ne le savaient pas. Alors, quand ils ont contrôlé pour tous ces facteurs-là, les chercheurs ont conclu que le fameux casque en question ne produisait zéro effet. Rien. Alors, ça a démarré une controverse avec Persinger. Ça ne veut pas dire pour autant que le lobe temporal n'est pas impliqué dans les expériences spirituelles ou mystiques, mais clairement, le lobe temporal ne génère pas nécessairement des expériences spirituelles ou mystiques. Alors, suite à cette hypothèse-là, donc du fameux point de Dieu dans le lobe temporal, on a élaboré un projet de recherche avec des carmélites cloîtrés dans la province de Québec. Et on s'est dit, on va essayer de vérifier si, durant un état soi-disant mystique, un état de communion avec Dieu, selon la terminologie et les croyances des carmélites, s'il n'y a pas de l'activité importante au niveau du lobe temporal. Et on a utilisé deux techniques pour ça. Une technique qui s'appelle l'électroencéphalographie, ou EEG. Ça permet de mesurer l'activité électrique dans le cerveau. L'autre technique, c'est l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc le scanner que vous voyez tout à l'heure. Quand on parle d'expérience mystique, du moins au sens chrétien du terme, il y a des théoriciens qui se sont penchés sur ces concepts-là. Il y a Stace, l'anglais, qui dans les années 60 a présenté une définition, un modèle de ce qu'est une expérience mystique. Et il y avait principalement, donc, 5 caractéristiques à ça. Donc, la première, c'est le sentiment d'union avec Dieu.
donc avec le concept de Dieu dans la tradition judéo-chrétienne. Il y a également très souvent un sentiment d'avoir contacté le fondement ultime de la réalité. Ça, c'est un élément qu'on trouve aussi beaucoup au niveau des traditions orientales. Il y a aussi la difficulté à communiquer l'expérience par le langage qui est mal adapté à ça. Et les expériences mystiques sont des expériences qui sont situées en dehors de l'espace-temps conventionnel. Et finalement, il y a la dimension émotionnelle qui est très importante. Donc, en général, ça va être associé à des affects positifs, à de la paix, de la joie, souvent à des sentiments d'amour inconditionnel. Alors, dans le projet qu'on a réalisé avec les Carmélites, on a utilisé donc 2 techniques d'imagerie, le scanner de résonance magnétique et l'EEG au niveau électrique. Il y avait également des changements au niveau de la conscience de soi. Elles ont rapporté l'impression d'être absorbées par quelque chose d'infiniment plus grand qu'elles. Et donc, donc, des changements au niveau du sentiment d'identité. Et on a vu effectivement des changements au niveau du cortex préfrontal, donc à l'avant, qui est associé à ce genre de fonction-là. On a utilisé l'EEG, comme je le disais aussi. Et ça vous voyez une image ici de la sœur Diane, qui était ce qu'on appelle la prieure ou la supérieure du couvent carmélite à Montréal. Au niveau de l'aspect subjectif, donc la phénoménologie de l'expérience, c'était comparable donc à l'autre étude qui a été effectuée avec l'appareil de résonance magnétique. Donc, les choses qui ont été rapportées étaient très, très semblables. Maintenant, au niveau de ce qui s'est passé sur le plan cérébral, au niveau électrique, on a vu des changements importants, surtout au niveau des ondes θ, des ondes lentes. Il y avait un petit peu d'ondes gamma, des ondes rapides, mais très, très peu. Le changement majeur était vraiment au niveau des ondes θ. Les ondes θ sont associées en général à la période qui précède l'endormissement, mais aussi au retrait d'informations en provenance de l'inconscient, de la créativité. Ces ondes-là ont été trouvées dans des études EEG menées chez des moines bouddhistes dans la tradition zen. Alors, en guise de conclusion pour les études qu'on a menées avec nos carmélites, on a conclu que l'expérience mystique ou le sentiment d'union donc avec Dieu, pas associé donc uniquement au lobe temporal, donc il n'y aurait pas un module de Dieu ou un point de Dieu dans le lobe temporal, mais étant donné que c'est une expérience qui est multidimensionnelle, qui a plusieurs facettes, les régions qui sont impliquées donc dans cette expérience-là sont liées à différents aspects, différentes fonctions comme la conscience de soi, les émotions positives, le schéma corporel dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le type d'études qu'on présente en imagerie ne permet pas ou n'implique pas de notion de causalité. Donc, ce qu'on fait dans ce genre d'études-là, c'est qu'on mesure simplement ce qu'on appelle des corrélats neurobiologiques. Donc, ce sont des changements sur le plan physico-chimique qui sont associés temporellement à des changements au niveau de l'expérience subjective consciente. Mais il n'y a aucune relation causale d'impliquer à ce moment-là. Et on ne peut pas répondre à ces questions-là avec ce genre d'outils-là. Donc, c'est l'œuf ou la poule. Pour répondre, pour avoir des indices qui permettent de répondre à ces questions-là, on doit se tourner vers un autre type de recherche, d'études, qui implique possiblement l'existence d'un esprit qui est non local. Alors, un champ en particulier qui est très intéressant, c'est le domaine de l'expérience de mort imminente. Donc, pour les scientifiques matérialistes, ils ont proposé des théories physiologiques pour essayer d'expliquer cette expérience-là, parce que c'est une expérience qui leur pose problème, évidemment. Par exemple, Blackmore, au début des années 90, a proposé que ces expériences-là résulteraient d'une diminution, d'une réduction du niveau d'oxygène dans le cerveau, donc d'une anoxie ou d'une hypoxie. Le problème avec ça, c'est que le manque d'oxygène au niveau du cerveau n'est jamais associé à des images sensorielles très claires, des mémoires claires, de la pensée claire. Donc ça, c'est un problème important. Il y a aussi le fait que tous les patients qui vivent un arrêt cardiaque, donc qui vont vivre de l'anoxie, ils ne rapportent pas nécessairement une EMI. Il y a d'autres théories où on a proposé une libération d'endorphines qui peuvent expliquer certains sentiments de bien-être, d'euphorie, mais ça n'explique pas du tout les phénomènes d'hors-corps, par exemple,
ou la rencontre avec des êtres, des patients, des amis décédés ou de la famille décédée, ou une transformation spirituelle, psychologique à long terme. Donc, il y a d'autres théories qui impliquent l'activation anormale d'activité dans le lobe temporal. Mais bon, je viens de démontrer donc les limites, les faiblesses de ce modèle-là. Et c'est une autre théorie qui ne peut pas expliquer pourquoi il y a des gens qui vivent l'expérience de mort imminente et qui vont avoir une expérience hors du corps dans laquelle ils vont pouvoir identifier de façon très précise des éléments de l'environnement au niveau perceptuel. Plusieurs études importantes qui ont été réalisées dans la dernière décennie. Il y en a une qui a été menée par Van Lommel, cardiologue hollandais, et qui a été publiée en 2001. Et c'est une étude dans laquelle ils ont examiné 344 personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque. C'est une étude qui englobait une dizaine d'hôpitaux en Hollande. Et sur les 344 individus, il y en a 41 ou 12 qui ont rapporté une EMI. C'est intéressant de noter ici qu'après un arrêt cardiaque, l'activité cérébrale va disparaître au bout d'en général 10 à 20 secondes. Donc le EEG devient plat. Pour les patients dans l'étude de Van Lommel, ils ont rapporté un certain nombre de phénomènes classiques, donc l'expérience de hors-corps, la traversée d'un tunnel, revue panoramique de la vie. Donc ça, ce sont des aspects qu'on retrouve très souvent dans ce genre d'expérience-là. La rencontre donc avec des parents, des amis décédés. Et aussi la rencontre avec une lumière ou un être de lumière. Van Lommel, ses collègues, ont réalisé une étude longitudinale. Donc, ils ont suivi les patients sur une période de 8 ans. Donc, ils ont revu au bout de 2 ans, puis après 8 ans. Et ils ont observé que la transformation sur le plan psychospirituel qui avait été amorcée immédiatement après l'EMI était plus marquée au bout de 2 ans, mais continuait à s'intensifier après 8 ans. Donc, ça semble entraîner des effets à très long terme sur le plan psychologique et spirituel. Autre caractéristique suite à cette expérience-là, c'est l'absence de peur de la mort. Donc, chez les expérienceurs, c'est quelque chose qui revient constamment. Il y a aussi, pour ces gens-là, une certitude au sujet de l'après-vie. Et c'est une expérience qui amène très souvent un accroissement en termes des capacités de compassion, d'amour inconditionnel, une compréhension du but et du sens de la vie, de l'existence. Chose intéressante pour les chercheurs dans le domaine, il y a une trentaine de cas qui ont été répertoriés d'EMI chez des aveugles de naissance. Donc, lorsqu'il y a expérience hors du corps, même chez des gens qui sont non aveugles, les individus parlent d'une perception 360 degrés panoramique qui ne correspond pas du tout à la perception typique associée au fonctionnement cérébral normal. Donc, c'est une forme de perception qui semble multidimensionnelle, mais c'est très intéressant de noter que chez des aveugles de naissance, donc, dans cet état-là, ils peuvent être capables de reconnaître, d'identifier leur propre corps physique et de donner des détails sur ce qui se passe, par exemple, par rapport à l'équipe médicale qui s'affaire pour les réanimer. Il y a une trentaine de cas qui ont été rapportés comme ça, avec des détails très, très, très intéressants. Il y a un cas qui est très, très important dans ce domaine-là, qui est celui d'une dame qui s'appelle Pam Reynolds. Pam Reynolds, donc, c'est une musicienne d'Atlanta qui, il y a une quinzaine d'années, souffrait de ce qu'on appelle un anévrisme à la base du tronc cérébral. Donc, l'anévrisme, hein, c'est un vaisseau sanguin qui est gonflé puis qui menace donc d'éclater à tout moment. Et c'était localisé au niveau de la région du cerveau qui contrôle les fonctions vitales, donc l'activité cardiaque, la respiration. Alors, la vie de cette dame-là était menacée. Elle a entendu parler d'un neurochirurgien, Dr. Robert Spezler, à l'Institut neurologique de Phoenix, en Arizona, qui avait mis au point précédemment une opération qu'en anglais, ils appellent « stand still ». Donc, dans cette opération-là, le rythme cardiaque cesse complètement, donc on arrête le cœur de fonctionner. On stoppe également la circulation sanguine et la respiration, évidemment. Puis, on abaisse la température corporelle pour protéger les tissus. C'est une opération qui vise à réparer soit des anévrismes de ce type-là au niveau cérébral ou des malformations au niveau de la aorte sur le plan cardiaque. Et les patients sont maintenus donc dans cet état-là de mort clinique pendant des périodes qui varient en général entre 20 à
60 minutes. Ce qui est très fascinant là, dans le cas de Pam Reynolds, c'est qu'elle est demeurée morte cliniquement pendant 60 minutes. À un certain moment donné, durant l'intervention chirurgicale, elle a eu l'impression de sortir de son corps physique et elle a pu décrire de façon très, très précise les instruments chirurgicaux qui étaient utilisés pendant l'intervention. Les instruments étaient recouverts lorsqu'elle est entrée en salle d'opération. Et de toute façon, elle était anesthésiée lorsqu'elle est entrée en salle d'opération. Elle a pu rapporter aussi de façon très, très précise des dialogues qui étaient échangés entre neurochirurgiens, infirmières, cardiologues qui étaient sur place. Puis, dans une phase subséquente de l'expérience, elle a eu l'impression de traverser un tunnel à très grande vitesse. Puis, de l'autre côté du tunnel, elle a rencontré des parents, de la famille décédée, des amis aussi. Et dans la dernière phase de son expérience, elle a fait la rencontre de la lumière ou de l'être de lumière. Elle a réalisé dans cet état-là que la lumière en question, elle faisait partie donc de Dieu. C'était comme l'essence de Dieu ou de la source de tout ce qui existe dans l'univers et que tout ce qui existe a été créé à partir de cette lumière-là. Donc, c'est une expérience mystique très, très intense qui l'a changé complètement par la suite. C'est une musicienne et ça a changé complètement sa façon de faire de la musique lorsqu'elle est revenue. Et c'est le premier cas répertorié historiquement où on sait qu'une personne en état de mort clinique et dont le cerveau ne fonctionne plus parce qu'on monitorait avec l'EEG, cette personne-là est capable de rapporter de l'information véridique dans l'environnement qui a pu être contre-vérifiée. Et comment on sait ça? Parce que dans ces interventions-là, l'équipe chirurgicale tient un livre de bord. Donc, on sait, par exemple, quels instruments ont été utilisés ou quelle procédure a été effectuée à la 10e minute ou à la 20e minute de l'intervention. Donc, c'est comme ça qu'on a pu contre-vérifier l'information. Alors, ce cas-là, qui est très important, mais il y a d'autres cas aussi similaires, très intéressants, ça suggère que tous les processus mentaux, donc les pensées, les émotions, les désirs, etc., et la conscience, donc, peuvent continuer, même en état de mort clinique. Et aussi, il semble qu'il soit possible de vivre des expériences spirituelles, mystiques, très intenses, même lorsque le cerveau ne fonctionne plus. Dans ce cadre-là, donc, ça suggère que les expériences spirituelles, mystiques, ne seraient pas toujours des hallucinations produites par le cerveau. Suite à l'étude de ces cas-là, je me suis intéressé à cette question-là parce que ça a beaucoup d'implications au niveau des rapports esprit-cerveau. À Montréal, on a recruté une quinzaine d'individus qui ont vécu une expérience de mort imminente, mais très intense. Bon, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a toutes sortes de composantes là-dedans. Il y a l'impression de se décorporer, voyager le long d'un tunnel, etc. Les gens vivent ces différents aspects-là, mais à divers degrés. Mais aussi, ça dépend de la durée de la mort clinique aussi. Moi, j'ai essayé de chercher des gens qui s'étaient rendus jusqu'à l'étape de la lumière, ou de l'aide de lumière. Et c'est une population spéciale parce que ces individus-là nous ont affirmé être capables d'être en contact ou être demeurés en contact avec la lumière ou l'être de lumière. Et pour la plupart des expérienceurs, l'être de lumière, c'est synonyme de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la moitié de notre échantillonnage, c'était constitué d'athées avant leur expérience. Ces gens-là, on leur a tout simplement demandé de se mettre dans un état altéré de conscience, puis d'entrer en état de contact, d'union avec la lumière, l'être de lumière, pour pouvoir comparer avec ce qu'on avait mesuré au niveau des carmélites en état d'union mystique. Alors, si on regarde, ça c'est les résultats de l'étude de résonance magnétique fonctionnelle. Les activations, ça se trouve dans des régions fort comparables à ce qu'on a mesuré chez les carmélites. Donc ça, c'est très intéressant de constater ça. Au niveau de l'EEG, encore une fois, prépondérance d'ondes très lentes, d'ondes θ. Il y avait un petit peu même d'ondes delta. La différence avec les carmélites, c'est qu'il y avait un petit peu plus d'ondes plus rapides, donc des ondes alpha. Mais les ondes alpha sont associées à la relaxation profonde. Mais il y avait quand même des ondes bêta un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, les patterns sont assez
comparable. Maintenant, on a décidé de continuer dans cette veine-là, puis on va faire un nouveau projet. C'est un projet où on va essayer de mesurer les processus mentaux conscients durant un arrêt cardio-circulatoire, donc provoqué sous hypothermie profonde. Donc, c'est l'opération de type standstill. C'est des choses qui se font de façon assez courante maintenant dans différents centres hospitaliers à travers le monde, dont à l'Institut cardiologie de Montréal. Alors, j'ai convaincu un chirurgien cardiothoracique de participer à ce projet-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer de déterminer s'il est possible pour les patients en état de mort clinique de vérifier ou de percevoir des cibles visuelles, des images chargées émotionnellement durant l'état de mort clinique. Et donc, c'est ça, les images qui vont être présentées, ils vont être présentés à une hauteur de 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. Donc, ni les infirmières, ni les chirurgiens vont être au courant, ni les patients. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler avec les patients quelques jours après l'intervention chirurgicale. On va les interviewer, puis on va leur demander s'ils ont été conscients de quelque chose durant l'opération. Et si oui, bien, on va leur demander de spécifier, de nous donner plus de détails, et puis de vérifier s'ils n'auraient pas été capables de percevoir les images en question. Lorsqu'on parle d'esprit non local, l'expérience de mort imminente, c'est très intéressant, mais il y a d'autres phénomènes qui sont qualifiés de psy ou de parapsychologiques, qui sont importants dans ce sens-là. Il y a entre autres ce qu'on appelle la micro-psychokinèse, qui est l'interaction finalement entre l'esprit et la matière, ou le monde physique. Donc, il y a des appareils qui ont été mis sur pied qu'on appelle des générateurs d'événements aléatoires, qui sont basés sur des phénomènes quantiques. Donc, essentiellement, ce sont comme des flippers électroniques, qu'on dit en anglais, c'est-à-dire c'est comme si vous lanciez des pièces de monnaie à répétition, selon un processus purement aléatoire. Et il y a des études qui montrent que l'intention humaine pourrait influencer donc les nombres qui sont générés, c'est des 0 ou des 1, les nombres qui sont générés par ces générateurs d'événements aléatoires. Donc, il y a ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, une méta-analyse au niveau statistique, c'est une analyse qui examine des centaines ou des milliers d'analyses ou d'études qui ont été faites sur une certaine période pour vérifier jusqu'à quel point l'effet qui nous intéresse est puissant sur le plan statistique. Alors, il y a Dean Radin, un chercheur dans ce domaine-là en Californie, qui a fait une méta-analyse qui englobait plus de 800 études avec ce type d'appareillage-là. Et donc, les études s'échelonnaient donc de la fin des années 50 à la fin des années 80. Et la probabilité qui a été trouvée que les résultats dans ces diverses études-là soient simplement dus au hasard était de 1 sur 1 trillion, 10 à la 18. Donc, il est clair que l'intention humaine, la conscience, peut influencer des circuits électroniques au niveau quantique. Ça, c'est démontré. Ce qui n'est pas démontré ou mal compris, c'est comment ce phénomène-là est possible. La même chose au niveau donc, de l'influence de l'intention humaine sur des systèmes biologiques. Donc, il y a des travaux qui ont été faits, par exemple, par William Broad, Marilyn Schlitz à la Mind Science Foundation, qui ont montré que des êtres humains ont la capacité d'influencer consciemment, volontairement, d'autres êtres humains au niveau de différents processus physiologiques. Par exemple, la réponse galvanique de la peau ou l'activité de certains enzymes aussi. Il y a des humains aussi qui ont montré qu'ils pouvaient influencer le taux de croissance des plantes ou de micro-organismes, par exemple des bactéries, des protozoaires. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce niveau-là. Il y a également des milliers d'études qui ont été faites au niveau de ce qu'on appelle la télépathie. Donc, il y a une méta-analyse effectuée par Dean Radin, justement, qui inclut plus de 2500 études, qui a démontré qu'une probabilité que les résultats soient dus simplement au hasard de 1 sur 1 million de milliards. Donc, c'est énorme. Alors, on peut considérer que ces phénomènes-là, bon, leur réalité est démontrée. Ce qu'on comprend mal, bien, c'est plus comment, évidemment, ça, c'est possible. D'autres études dans la même veine qui ont été faites par certains chercheurs, dont Greenberg Zilberbaum, qui est un neurophysiologiste mexicain, qui a fait ces études-là dans les années 80, début des années 90. Ce chercheur-là a utilisé un concept emprunté à la mécanique quantique.
Dans la mécanique quantique, on parle d'enchevêtrement entre des particules au niveau subatomique. Alors, ce chercheur-là s'est demandé si le même type de phénomène ne pouvait pas exister chez des êtres humains. Alors, il a fait méditer des paires d'individus qui ne se connaissaient pas du tout a priori, ensemble pendant des périodes de 20 minutes, et pour créer un phénomène d'enchevêtrement. Et après 20 minutes, donc, il y avait un des membres de la paire qui demeurait dans la même salle et l'autre membre allait dans une autre pièce, dans un autre laboratoire. Les deux individus portaient un équipement de EEG et on stimulait de façon visuelle l'un des deux membres en présentant une stimulation photique, donc à répétition, et on mesurait la réponse EEG, donc à cette stimulation-là. Et ce qu'on a constaté, c'est que chez les paires où les individus avaient un plus grand degré de proximité sur le plan émotionnel ou énergétique, de manière subtile, bien, ces individus-là présentaient un degré d'enchevêtrement beaucoup plus grand qui se manifestait par la même réponse au niveau physiologique sur le plan visuel, même si l'individu, lui, n'était même pas stimulé, il était dans l'autre pièce. Et donc, on a fait un parallèle avec l'enchevêtrement, donc au niveau quantique. Et la question de la non-séparabilité aussi. Si on considère l'ensemble des données qui ont été présentées dans la conférence, moi, je propose l'existence d'une espèce de matrice ou de ce que j'appelais une psychosphère où il y aurait, chez l'être humain, on pourrait distinguer un niveau individuel, donc la psyché individuelle qu'on voit ici, mais l'être humain serait constitué de d'autres niveaux sur le plan psychique, donc le domaine transpersonnel. Donc, le transpersonnel est quand même étudié depuis plusieurs décennies. Il y a Carl Jung qui s'est intéressé à cette question-là, Teilhard de Chardin. Le transpersonnel aboutirait à une espèce de psyché collective ou à une espèce de champ de conscience plus universel. Et ça ferait en sorte que tout ce qui se passe au niveau individuel, par exemple, pourrait affecter un domaine beaucoup plus large et éventuellement l'ensemble de la psyché, donc du champ de conscience à un autre niveau. Donc, ce modèle-là, finalement, cette métaphore-là, pourrait rendre compte de certains phénomènes d'interaction, donc, entre les humains, de télépathie, etc. Ces phénomènes-là, et puis les nouvelles interprétations, nous mènent, à mon avis, vers une nouvelle révolution scientifique. C'est une question maintenant de décennies, à mon avis. On est dans la même situation que les physiciens à la fin de l'époque de la physique classique, juste au début de la nouvelle ère, donc de la mécanique quantique. La question des révolutions scientifiques, ça a été étudié très bien par un philosophe des sciences qui s'appelait Thomas Kuhn dans les années 60 aux États-Unis. Et pour Kuhn, il y a un paradigme qui est dominant, donc, et puis qui va fonder la recherche scientifique à un moment donné, historiquement. Mais il arrive un certain nombre de phénomènes ou d'anomalies qui ne peuvent pas être expliqués par le paradigme dominant en place. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des scientifiques progressistes, visionnaires, des pionniers, qui vont proposer un paradigme alternatif pour expliquer les anomalies. Mais ça va provoquer évidemment beaucoup de résistance de la part des scientifiques conservateurs qui sont comme des agents de conservation du système, donc. Et ces scientifiques-là, conservateurs, vont dire que les anomalies en question, c'est simplement le produit de coïncidences ou d'erreurs d'observation, d'imaginaire, etc., d'illusions, etc. Donc, cette résistance-là avait suprêmement irrité un des pères fondateurs de mécanique quantique, Max Planck, qui avait dit qu'une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant les opposants, mais plutôt parce que ces opposants mourront un jour et qu'une nouvelle génération, familiarisée avec elle, paraîtra. Et ça semble être encore le cas de nos jours. Donc, en guise de conclusion, on pourrait dire que les études qui ont été présentées, les études d'imagerie, montrent clairement que l'être humain, contrairement à une certaine vision proposée par des scientifiques matérialistes très influents, puis aussi par certains journalistes scientifiques complaisants, les processus mentaux, la conscience, finalement, ça exerce une influence très importante sur les processus chimiques électriques dans le cerveau.
Et donc, les fonctions mentales qu'on dit supérieures, donc la conscience de soi, la volonté, la créativité aussi, l'imaginaire, ces fonctions-là permettent à l'être humain de ne pas être complètement déterminé par rapport aux influences génétiques et neurobiologiques. Donc, cette réalisation-là constitue, à mon avis, une étape très, très, très importante dans l'évolution de l'espèce humaine, tout aussi importante que la découverte du feu, l'invention de la roue. Parce que lorsque les humains, collectivement, auront compris ça, ils vont être capables d'arriver à modifier complètement la fonction et la structure de leur cerveau, puis ils vont être capables d'influencer très, très fortement l'activité de leurs propres gènes. Donc, en d'autres termes, on va s'acheminer vers une mutation de l'espèce humaine. Quelque chose qui avait déjà été anticipé par Teilhard de Chardin. On peut aussi dire, en terminant, que le cerveau, en temps normal, agit comme une valve de réduction. C'est une idée qui a été proposée à l'origine par le philosophe Henry Bergson, par William James, aussi le père de la psychologie américaine, par l'écrivain Aldous Huxley. En temps normal, le cerveau agirait donc comme une espèce de valve de réduction, c'est-à-dire qu'il ne permettrait que l'expérience d'une certaine portion très étroite de la réalité. Alors, on peut dire donc qu'en temps normal, le cerveau limite notre expérience du monde spirituel et le couplage esprit-cerveau dont je parlais tout à l'heure, bien, il peut être modulé de toutes sortes de façons. Donc, dans le chamanisme, on a découvert il y a 50 000 ans qu'on pouvait utiliser des substances psychotropes, des psychédéliques, qui pouvaient modifier ce couplage-là, esprit-cerveau, pour permettre aux chamans d'accéder à d'autres types de réalités, d'autres expériences. Il y a d'autres façons également d'arriver à ce changement-là en termes d'activité électrochimique. Par exemple, l'isolation sensorielle, c'en est une. Ça a été utilisé de tout temps au niveau des traditions monastiques. Il y a la contemplation, la prière, la méditation, et il y a le mode le plus extrême qui est la mort clinique. Les expériences, les études que j'ai montrées ce soir montrent aussi que l'esprit et la conscience peuvent agir de façon locale, c'est-à-dire qu'on peut agir au niveau de notre cerveau, des systèmes physiologiques qui sont connectés, mais il semble que l'esprit, la conscience, peuvent agir aussi de façon non locale, délocalisée. Et dans ce sens-là, ce qu'on appelle l'esprit, les processus mentaux, la conscience, bien, on pourrait faire une analogie avec des espèces de champs, si on veut, d'informations qui ne seraient pas générés par le cerveau, mais qui interagiraient avec le cerveau. Non seulement avec le cerveau et l'organisme, mais aussi à l'extérieur du cerveau et de l'organisme. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que le cerveau, finalement, c'est une espèce de récepteur, transmetteur de champs d'informations associés aux processus mentaux. Et ça, c'est une idée qui avait déjà été proposée au début du 20e siècle par William James. On peut utiliser à ce sujet-là l'analogie du téléviseur. Donc, pour en revenir à ça, il peut y avoir évidemment des défectuosités au niveau du hardware, donc au niveau des transistors dans le cerveau, mais ça n'empêche pas du tout la station de continuer d'émettre le programme, la programmation. En guise de conclusion, moi, je pense que ce qu'on appelle l'esprit et la conscience, ce sont des principes fondamentaux et irréductibles, donc dans l'univers, qui ne sont pas nécessairement ou uniquement associés au cerveau. Ils peuvent être associés à toutes sortes d'organisations sur le plan matériel, physique. Donc, on peut trouver, il y a des physiciens, par exemple, qui proposent qu'on retrouve une certaine forme de psychisme ou protopsychisme au niveau des particules élémentaires. Et on peut trouver ça à toutes sortes de niveaux dans l'univers, dans les différentes sphères d'organisation. Et l'esprit, la conscience, ce ne sont pas des phénomènes passifs, mais au contraire, ils contribuent à transformer la réalité et les êtres humains. Donc, ça redonne un pouvoir énorme aux êtres humains, ce type de conception-là. Et dans ce contexte-là, ce qu'on appelle le monde physique, physis, et le monde psychologique, psyché, bien, ils seraient interconnectés et ils seraient reliés à une espèce de matrice, donc primordiale, une espèce de champ, si on veut, ou d'Internet cosmique, situé en dehors de l'espace-temps. Et c'est cette interconnexion fondamentale-là qui permettrait à l'être humain d'influencer ce qu'on appelle le monde physique et aussi d'interagir avec des systèmes biologiques
et avec d'autres êtres humains. Donc, je vous remercie pour votre attention.